Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour une recommandation livresque qui porte sur les romans post-apo, pré-apo, dystopie. Il y a quelques temps de cela, il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire si je compte faire une vidéo qui porte sur le sujet. Et j'ai dit oui, mais je l'ai pas fait tout de suite parce que je voulais ramasser un peu plus de matériel pour vous présenter des choses, pas mal de choses. Et je me suis rendu compte après que j'en ai pas mal. Et du coup, c'est une thématique que je vais aborder dans plusieurs vidéos distinctes. Il y aura, je pense, 2 vidéos sur ces thématiques des post-apo, pré-apo, etc. dystopie, ainsi qu'une autre vidéo, une troisième vidéo qui va être directement liée à cette thématique, à la thématique post-apo. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter que les romans qui traitent des zombies, parce que j'ai pas mal de titres dans ma palle qui traînent depuis un bon moment et je me suis dit que ça va faire une chouette vidéo. Mais bon, je dois d'abord lire ces romans sur les zombies, sinon ça va pas le faire parce que je vais pas inventer des choses. Bon bref, revenons au vif du sujet. Maintenant, je vais vous donner mes recommandations du livre post-apo, pré-apo, dystopie, etc., etc. Cette intro était trop longue, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Et du coup, le premier roman que je vais vous présenter, que je vais vous recommander, c'est Swan Song de Robert McCammon. Il va s'afficher quelque part ici ou ici parce que j'ai eu un peu la flemme de sortir tous ces romans de ma bibliothèque. Je les ai en physique, mais voilà, je vais pas déranger tout mon Tetris. Fin de la parenthèse. Dans ce roman, qui est un roman choral, on va suivre plusieurs personnages qui vont faire face à la fin du monde, à l'apocalypse entre guillemets. Les humains se sont fait la guerre, ils ont envoyé un peu partout des bombes atomiques et du coup, il n'y a plus rien qui est resté sur Terre. Tout a explosé et du coup, nous, on va suivre nos personnages qui vont essayer de se reconstruire et vivre sur cette Terre qui est polluée et il va y avoir une lutte entre le bien et le mal qui va s'engager parce que bien évidemment, parmi les survivants, il n'y a pas que des gentils, il y a des gens qui veulent accaparer le pouvoir et devenir maître incontestable du monde d'une certaine façon. Et c'est vraiment chouette, je pense que c'est pour l'instant le roman que j'aime le plus de la plume de Robert McCammon et je vous le recommande chaudement. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas trop m'attarder sur chaque roman, je vais essayer de vous faire un court résumé parce qu'il y a pas mal de titres que je veux vous présenter. Du coup, le deuxième titre que je voulais vous recommander, c'est I Have No Mouth and I Must Scream, qui met en avant une entité, disons, maléfique, et une intelligence artificielle qui a pris le contrôle de l'humanité. En vérité, suite à un événement qui s'est passé sur Terre, les intelligences artificielles ont pris le pouvoir et ont commencé à exterminer l'humanité. Parmi ces intelligences artificielles, il y a une pire que toutes qui s'appelle AM et elle tient en captivité les derniers humains de la Terre. Elle leur inflige des souffrances atroces encore et encore. Elle ne les laisse pas mourir. En fait, elle leur a implémenté un sort de pouvoir, je sais pas comment l'expliquer, mais ces humains, ils ne peuvent pas mourir, ils se régénèrent et régénèrent à l'infini. Et du coup, ils peuvent pas mourir, ils peuvent pas trouver la paix. C'est chouette, c'est une autre vision de l'avenir de l'humanité et c'est une sorte de, disons, critique concernant les intelligences artificielles. Mais bon, tout n'est pas rose. Les personnages féminins sont exécrables et du coup, c'est même des caricatures de personnages. Je vous ai déjà expliqué ça dans un autre bilan lecture. Il faut le prendre dans le contexte, mais dans l'ensemble, c'est une chouette lecture. Par contre, petite bémol, cette petite nouvelle, elle est trouvable dans un recueil qui s'appelle Histoire mécanique, qui malheureusement n'est plus édité. Vous pouvez trouver cette nouvelle soit en audio sur YouTube de façon gratuite. Elle est narrée par l'auteur lui-même ou sinon dans un recueil de nouvelles qui est sorti l'année dernière en Angleterre ou en Amérique, je sais pas, en tout cas c'est en anglais. Et on continue notre chemin avec un troisième titre qui s'intitule La Route. La Route. Tout simplement, je pense que vous connaissez déjà, c'est l'histoire d'un père et d'un fils qui doivent faire face à la nouvelle réalité qui a frappé la Terre. Chaque jour, ils doivent survivre et ils doivent se cacher parce que tout n'est pas rose, les survivants sont menaçants, il faut mieux se cacher que de sortir et rencontrer un autre survivant parce que on ne sait pas à quoi s'attendre dans ce monde abominable où les soi-disant alliés peuvent se retourner contre nous-mêmes. C'est un récit un peu d'ambiance, c'est un récit qui est un peu long. Parfois, moi je trouvais qu'il y avait des longueurs sur certains passages, mais per total c'est une bonne ambiance. Je vous recommande surtout le film qui a des très bonnes factures. Moi j'ai adoré, j'ai découvert cette œuvre en premier lieu à travers son adaptation ciné et après je me suis penchée sur le roman. Peut-être c'est pour ça que mon amour penche plutôt vers le film, mais
le roman La Route, c'est quand même des très bonnes factures. Et bien évidemment, en parlant des classiques, des chez classiques, des romans post-apo, je ne pouvais pas passer à côté des Je suis une légende de Richard Matheson. Et oui, je vous rabâche les oreilles partout, dans tous mes top classements, etc., etc. Notamment quand je vous ai parlé des vampires, il était présent. Parce que c'est un monde où l'humanité et un déclin. Les gens, ils se transforment petit à petit dans ces créatures, des nuées d'âme, ces créatures assoiffées de sang. Ils sont des vampires, parfois ils sont conscients, parfois non. Je veux dire qu'ils ont gardé leur conscience d'humain. Mais il est certes que notre protagoniste est l'un des derniers rescapés, l'un des derniers représentants de l'humanité. Et il va faire de son mieux pour vivre. Parfois, il va se demander pourquoi il fait cela. Est-ce que tout ça vaut la peine? Est-ce qu'à un moment donné, il va rencontrer d'autres humains? Est-ce que son avenir, il est scellé? Bon, je pense que vous connaissez un peu cette histoire, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est chouette. Et en plus de cela, il y a une BD qui est sortie, Soy Leyenda, qui est sortie en espagnol. Malheureusement, cette BD, elle n'est pas traduite encore en français. Mais si jamais vous lisez un peu d'espagnol ou si jamais elle sera traduite, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil parce que c'est une bonne adaptation et que c'est une adaptation un peu plus modernisée qui a un côté un peu cyberpunk. Je ne pouvais pas vous parler de la fin du monde sans inclure un Stephen King, n'est-ce pas? Eh bien, Le Fléau de Stephen King s'apprête vachement bien à rentrer dans cette thématique. Parce que là, on suit les survivants d'une grippe, mais d'une grippe vraiment méchante. J'ai adoré ce roman, notamment la première partie du roman où on est en plein dedans. On est au début de l'épidémie et on voit l'humanité flancher. On voit nos personnages principaux, on va découvrir qu'ils sont des personnages principaux dans des décors insolites et qui est très différentes parce que on a plusieurs situations de vie et chaque situation va ramener ces personnages à un certain moment et il va les ramener devant un camp, le camp du bien ou le camp du mal. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé notamment la première partie comme je vous disais parce qu'on voit l'état d'âme qui se passe autour d'eux, on voit leurs réactions, on voit leur désir de survivre et de dépasser ce moment difficile dans l'histoire de l'humanité. On veut les aider, on veut voir leur progression et on veut voir leur triomphe. En plus, il y a un côté surnaturel, il y a ce personnage de Randall Flagg qu'on va retrouver dans d'autres œuvres de Stephen King comme La Tour Sombre par exemple ou La Tempête du siècle, mais là-bas c'est juste un peu introduit comme ça, on dit pas directement que c'est Randall Flagg mais on se rend bien compte que c'est lui. Je vous dirai pas plus sur ce récit, sur ce roman intriguant et complexe qui fait 1000 pages environ. Je sais, il y a beaucoup de pages, mais ça vaut vraiment le coup. C'est un chef-d'œuvre de Stephen King. Et pareil, vu que je vous ai parlé du fléau, je dois vous parler également de la nouvelle qui a inspiré l'écriture de ce roman, disons, parce que je pense qu'une sale grippe qui se trouve dans le recueil de nouvelles Rêves et cauchemars, il me semble, c'est une ébauche de ce que va devenir ensuite le fléau. Parce que ici, on va voir des protagonistes qui vont faire face à la grippe, une grippe meurtrière, comme dans le fléau. C'est plus court, c'est court, mais c'est tout aussi intriguant, c'est tout aussi allaitant et moi j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, une sale grippe. Je vous recommande si vous voulez vous faire une petite idée de ce que ça pourrait être le fléau si jamais vous l'avez pas lu. On passe maintenant à une BD qui s'appelle Transperce Neige. Elle a été adaptée en film, en série, mais je vais vous parler maintenant de l'œuvre originale. C'est une BD un peu à l'ancienne. Les dessins, ils font vraiment BD des années 80, mais pourtant le propos, il est vraiment chouette. On est là avec les derniers survivants de l'humanité. Ils sont entassés dans ce train qui parcourt la Terre sans s'arrêter encore et encore et encore. À l'extérieur, tout est gelé, il n'y a pas une once de végétation. Les seuls survivants sont condamnés à rester dans ce train. Et vous vous imaginez bien, comme dans tous les bons post-apo, il y a une histoire des clans, des ségrégations sociales qui va émerger. Parce que oui, les richoux qui contrôlaient un peu la terre, ils sont dans les wagons d'en face. Ils mènent la belle vie, ils ont de quoi se nourrir. Et derrière, dans le fond du train, dans les derniers wagons du train, il y a en quelque sorte la plèbe qui, elle, n'a pas de quoi se nourrir et doit vivre du jour au jour et s'éployer aux demandes de la haute société qui est dans les wagons de devant. Voilà, je vous dirai pas plus, mais je voulais découvrir cette BD.
Et en parlant de BD, je pouvais pas passer à côté de Shangri-La de Mathieu Bablette. Shangri-La, c'est un coup de cœur monumental, mais monumental. J'ai adoré le propos de A à Z. Je pouvais pas ne pas l'inclure dans cette recommandation livresque. Parce qu'il y a tout. Il y a un commentaire social sur l'évolution de l'humanité, il y a un commentaire social sur le racisme, sur l'appréciation de notre environnement, sur la surconsommation, sur l'acceptation de soi et de l'autrui et sur la place que les individus prennent dans la société. C'est une BD qui se dévore, c'est une BD dans laquelle les protagonistes doivent faire face à un monde détruit. La Terre, elle a été détruite depuis quelques années, quelques centaines d'années, je me rappelle pas exactement, mais depuis un bon moment. Du coup, les survivants, ils ont été obligés d'aller dans l'espace sur une planète où tout est rythmé, tout est contrôlé. Il y a dans la vie que le travail et la surconsommation. Dans ce monde, il y a une espèce animale humanoïde qui est introduite et on voit tous les dérives de la société, on voit le racisme ambiant, cette idée des violences latentes qui se dégagent. C'est vraiment complexe. C'est un récit vraiment complexe et riche en émotions, thématiques, un propos puissant. Du coup, je vous le recommande. N'hésitez pas à lire Shangri-La de Mathieu Bablette. Et maintenant, on va passer à un autre titre que j'ai pas mal aimé. C'est Long Feu de Joe Hill. Dans ce monde, les humains sont atteints d'une maladie qui les carbonise. En fait, à un moment donné, si tu es exposé à certains sports, il y a des tatouages bizarres qui apparaissent sur ton corps et tu sais qu'à un moment donné, ton existence va se finir. Ceux qui sont atteints de cette maladie, ils sont contenus dans des espaces, ils sont rejetés par la société, ils sont même tués, il me semble. Mais en tout cas, leur destin n'est pas réjouissant. Dans ce contexte, qui est pas du tout plaisant, où tout risque de s'embraser, on suit Harper. Harper, elle est infirmière dans un hôpital. Elle est toujours, ou quasiment toujours, en contact avec cette maladie, avec la mort. Mais le sort ne va pas l'épargner. Elle est enceinte et pourtant elle est atteinte de cette maladie. Elle va essayer de se cacher, mais à un moment donné, son mari va découvrir le poteau rose et il va essayer de l'exterminer tout simplement. C'est à ce moment-là que les aventures des Harper dans ce monde vraiment post-apo commence. C'est un roman intense, c'est un roman qui aborde plusieurs thématiques, comme par exemple la violence conjugale. Je vous le recommande chaudement, Long Feu de Joe Hill. Ce roman, je l'ai découvert grâce à son adaptation cinématographique et ensuite je me suis penchée sur le roman. Il s'agit des Bird Box de Josh Malerman. Dans cet univers, les humains deviennent fous dès qu'ils regardent l'extérieur. En fait, on ne peut pas sortir en extérieur avec les yeux grands ouverts. Tout contact avec ces créatures, ces étranges entités venues d'ailleurs, peut-être parce qu'on ne sait pas trop, on n'a pas trop de réponses, entraîne forcément la mort. Dans ce contexte, notre protagoniste va devoir élever ses enfants, elle va devoir braver les obstacles et essayer de les mettre en sécurité parce qu'on n'est jamais trop prudent. On ne sait jamais quand le malheur va frapper. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, Bird Box de Josh Malerman, c'est un chouette titre. Je vais passer maintenant à un autre titre qui est porteur de thématiques dures, des thématiques qui s'avoisinent au réel malheureusement, même si ça reste juste une dystopie, une fiction. Ah, ça s'approche vraiment du réel. Je parle bien évidemment de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Dans ce monde, l'infertilité a frappé l'humanité. On ne sait pas si c'est à cause de la guerre, mais en tout cas, le contexte fait que la société a changé. En tout cas, la composition, la manière d'envisager la société a évolué et pas en bien. Les femmes sont réduites en esclavage. Je sais, le mot est dur, mais même si c'est sur la couverture d'une reproduction de la population, blablabla, c'est de l'esclavage moderne, c'est de l'esclavage reproductif. Elles sont devenues des servantes écarlates, elles sont en bas de la société, elles ne peuvent plus avoir un travail, elles ne peuvent plus lire, plus être indépendantes, elles ne peuvent plus être maîtres de leurs propres actions. Non. Tout est cadré, tout est régulé et elles doivent se soumettre au tout-puissant, au commandant. Ces maîtres, ces mecs en haut de la hiérarchie qui veulent avoir des enfants. En fait, ces servantes écarlates, elles sont envoyées chaque fois dans les familles de ces hommes et elles doivent concevoir
un enfant avec le maître de la maison et laisser cet enfant dans cette famille si jamais il était conçu. Voilà, voilà, très réjouissant, n'est-ce pas? Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un roman qui m'a bouleversée, c'est un roman qui m'a donné une mini panne de lecture tellement il était dur et tellement il me prenait aux tripes. Voilà. Et parce qu'on est un peu dans la thématique de contrôle des humains, je vais vous parler de la trilogie Silo. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, c'est une trilogie que j'ai découvert grâce à l'adaptation télé en série que j'avais beaucoup aimée. Du coup, j'ai trouvé ensuite les tomes de cette série dans des boîtes à livres et j'étais trop contente. Dans ces romans, on va découvrir que l'humanité s'éterre en dessous de la terre. L'air environnant, il est irrespirable à cause de la guerre, disons. Du coup, ceux qui sont envoyés au nettoyage, qui sont punis, qui sont, disons, exilés et qui vont sortir, eh bien, ils vont tomber raide mort dans les minutes suivantes car l'air, il est tellement empoisonné et tellement irrespirable. Dans ce contexte, le reste de l'humanité, comme je vous disais, il s'éterre en dessous de la terre dans cette bunker, dans cette silo où ils sont partagés en différents castes. Comme d'habitude, on a, disons, la caste supérieure, ceux qui sont dans les étages d'au-dessus et les graisseux tout en bas dans les derniers étages parce que ce silo il est tellement grand, il a 144 étages, il n'y a pas d'ascenseur, il faut savoir. Du coup, pour aller d'un côté à l'autre, il faut faire. Et dans ce silo, bien évidemment, tout n'est pas rose, il y a des choses qui se trament, il y a des complots en sourdine et notre personnage principal, Juliette, qui est une graisseuse à la base, elle va monter en grade, elle va devenir shérif et va enquêter un peu tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans ces silos. C'est un post-apo prenant que je vous recommande. Mon tome préféré, c'est le tome 2, le tome qui met le cadre, qui revient sur les origines du silo, mais j'aime beaucoup cette série et je vous la recommande chaudement. On va aller maintenant au Canada, dans une réserve indienne. La lune de l'après-neige. La lune de l'après-neige, c'est un poste pré-apo plutôt, c'est un pré-apo qui met en avant une réserve indienne qui a réussi à survivre à ces blackouts généraux qui s'est produit partout dans le monde. En fait, du jour au lendemain, le courant, il a sauté. Tous les réseaux téléphoniques, internet, tout ce qui alimente le chauffage, etc., tout est tombé en rade, tout est tombé en panne et c'est la panique générale. Dans ce contexte, les gens de la réserve qui sont habitués à mener un peu la vie dure, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont prendre en charge la communauté et ils vont essayer de survivre à cette menace latente, mais ça va pas être facile parce que l'arrivée de l'homme blanc va leur alourdir la tâche. Je vous dirai pas plus, mais je vous invite, pourquoi pas, à découvrir la lune de l'après-neige. Maintenant, je vous invite à nouveau dans un monde où les intelligences artificielles ont pris le pouvoir. Il s'agit d'Arena 13, la trilogie de Joseph Delaney, le papa de l'épouvanteur. Dans ce monde, les humains sont mis dans un sort d'enclos. Les intelligences artificielles, les programmes informatiques, ils ont pris le contrôle suite à la lutte perdue par les humains. Parce qu'il y a eu une lutte entre ces programmes et l'humanité l'humanité s'est avérée plus faible, du coup, elle a subi les conséquences. Du coup, le reste de l'humanité est mis dans ce petit enclos et il mène sa vie tranquille. Plus ou moins. Parce que il y a une entité qui s'appelle Hop, le djinn. C'est un puissant programme informatique qui vient faucher parfois les gens. Sans raison apparente, c'est juste son kiff. Il vient les tuer. Le protagoniste, notre personnage principal, il a subi le courroux de ce djinn parce que sa mère, elle a été tuée par celui-ci. Et maintenant, orphelin, il va essayer de se faire un nom en allant à la capitale et en essayant d'intégrer Arena 13, cette arène où il y a lieu des combats. Ça rappelle un peu les gladiateurs. Voilà, je vous dirai pas plus, je vous laisse découvrir Arena 13. En tout cas, c'est une lecture très facile, c'est une lecture un peu jeunesse, c'est un post-apo jeunesse qui se concentre notamment sur ce qui se passe à l'intérieur de cette arène Arena 13. Bon, je vais vous présenter un titre qui n'est pas disponible en français. Il s'appelle Voices in the Snow. C'est un pré-apo, disons. C'est chouette, mais bon, c'est pas traduit en français. Si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas. L'écriture est assez facile d'accès. Dans cette histoire, on suit Claire. Elle reçoit un appel de sa sœur disant qu'il faudra bien se cacher parce que dans le monde, là où Claire vit, il y a de plus en plus de zones silencieuses qui apparaissent. Ces zones, ils peuvent apparaître
n'importe où, n'importe quand. Et dès qu'elles apparaissent, eh bien, tu peux plus ressortir. On n'a pas vu des êtres vivants ressortir indemnes. Du coup, Claire, elle s'est dit, ok ma sœur, je vais prendre juste notre tante, il me semble. Je vais aller la chercher et on va se rejoindre dans ton bunker. On va attendre que cette crise se finisse. Sauf que sur le chemin, Claire a un accident de voiture et elle est secourue par un beau gars. Elle est ramenée dans le manoir de ce gars et au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans une des saisons silencieuses. Voilà, je vous dirai pas plus. Je vous invite à découvrir ce roman. En plus, c'est le premier tome d'une trilogie, Black Winter, il me semble, de Darcy Coates. Voilà. Je vais vous présenter encore 3 tomes et je vais m'arrêter parce que je suis quasiment sans voix. Le prochain titre que je voulais vous présenter, c'est The Promised Neverland. C'est une série de mangas terminés qui met en scène des petits enfants tout innocents qui vont aller se faire bouffer par des monstres. Dans ce monde, eh bien, sont les monstres qui contrôlent tout. On se rend compte que, en fait, les orphelinats où sont garés ces enfants sont en fait des fermes. Des fermes qui servent à nourrir les monstres qui contrôlent ce monde. À Gracefield, un des meilleurs orphelinats fermes, il n'y a que des produits des choix. Des gamins très intelligents qui vont servir de plat de résistance pour ces monstres. Sauf que les gamins, ils vont se rendre compte que quelque chose ne va pas et ils vont essayer de s'échapper. Est-ce qu'ils vont réussir? Quelle tournure vont prendre les événements? Vous allez voir si vous lisez The Promised Neverland. Je ne pouvais pas passer à côté d'un des mangas one-shot que j'adore. Il s'agit des Demain les oiseaux des Osamu Tezuka, le papa du manga. Malgré ce dessin un peu chibi, il y a des thématiques très dures et très noires qui se cachent à l'intérieur de ces pages. On parle du racisme, on parle des violences physiques et mentales, on parle des jeux de pouvoir et tout ça, c'est d'un one-shot assez conséquent mais qui est très immersif. Dans cette histoire, eh bien, les oiseaux deviennent intelligents. Ils commencent à prendre la place des humains, à les enfermer et à leur faire subir la même chose que eux, les humains, leur faisaient subir. On voit une société renversée, on voit une société où les oiseaux vont régner un maître, une société pleine de violence et d'amertume. C'est très intéressant. Je vous invite à découvrir Demain les oiseaux. Et je vais finir sur un roman jeunesse, une trilogie jeunesse. Mais bon, même s'il y a des ajouts, il me semble qu'il y a encore 2 romans dans cet univers. Je parle des Hunger Games de Suzanne Collins. Cette trilogie, je l'ai lue quand j'étais au lycée et je l'avais beaucoup aimée. Même les films sont regardables, c'est chouette. Bon, même s'il ne s'agit pas du meilleur cinéma du monde, ça passe. Après une guerre qui a fait des ravages au sein de l'humanité, eh bien, les humains, ils ont été éparpillés, ils ont été mis dans des différents districts. Et chaque district, il a une spécialité. Il y a certains qui sont spécialisés dans les armements, certains qui sont spécialisés dans la culture de plantes, etc., etc. Bien évidemment, il y a des inégalités entre les districts, il y a certains qui sont plus riches que d'autres. Mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. En fait, pour commémorer la paix, chaque année, il y a un tirage au sort. Chaque année, il y a 2 personnes qui seront tirées au sort et qui vont participer aux Hunger Games, ces jeux meurtriers où il y aura un seul survivant parmi tous les candidats. Dans ce contexte, on va suivre Katniss qui se porte volontaire pour ces jeux car sa petite sœur avait été tirée au sort et elle voulait l'épargner, elle voulait pas la laisser succomber parce que c'était la mort assurée, c'était une petite fille. Katniss, elle est accompagnée de Peeta, un autre gars de son district et ensemble, ils vont devoir faire face à d'autres concurrents, à d'autres gars qui sont parfois bien entraînés, qui sont parfois rusés, qui n'ont pas peur de faire appel à de la violence pour atteindre leur but. Moi, j'ai beaucoup aimé cette trilogie et n'hésitez pas si vous voulez quelque chose de light. Je pense que c'est un peu plus light que Battle Royale. J'ai pas encore lu Battle Royale, mais en tout cas, Hunger Games, moi, je l'ai bien apprécié. Voilà les amis, c'est à présent fini. Je suis restée quasiment sans voix, j'ai mal à la gorge. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. En tout cas, il y aura une deuxième où je vais vous parler d'autres titres post-apo, dystopie, pré-apo que j'ai beaucoup aimé. Sur ce, n'hésitez pas à me dire un commentaire si vous avez déjà lu un de ces titres ou si vous avez des recommandations. N'hésitez pas. Je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.